Il y a des gens qui m'ont dit « Mais comment t'as fait ?» avec beaucoup de sincérité. Puis bon, il y en a toujours quelques-uns qui viennent, qui te regardent pas trop, qui te saluent vraiment pour ce qu'il faut te saluer. Puis tout à coup, ils se mettent à te saluer avec beaucoup plus de déférence. Mais bon, ça c'est la vie. Mais c'était intéressant en tout cas humainement de voir la conversion des gens, de certaines personnes. Bonjour Charles et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs inspirants. J'aurais plaisir de t'accueillir. Merci Geoffrey, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi, plaisir partagé d'être ici. Un honneur, c'est chouette, merci. Petit moment publicitaire, le podcast est soutenu et sponsorisé par deux fantastiques sponsors qui sont Interphone, qui est un opérateur télécom dédié aux entreprises, et YouMovie, qui est spécialisé dans la stratégie digitale, la stratégie de l'image. Voilà qui est fait. Charles, première question, une question facile pour toi. Qui es-tu, Charles Capras ? Alors, j'ai 59 ans. Je suis l'heureux papa de 2 enfants avec ma compagne depuis plus de 30 ans. Et je suis entrepreneur. J'ai vraiment un parcours assez atypique et en même temps compliqué et simple. Mes humanités. Un essai à l'UNIF, mais pas tout à fait dans ce que mon papa voulait à l'époque. C'est-à-dire ? Donc il me met, c'est sûr, mais il voulait que je fasse le droit ou les sciences éco, ce qui est là, puisque c'était à Louvain-la-Neuve, c'était la Louvain School of Management. Moi, je voulais plutôt faire le sport ou l'archéologie. Il m'a dit archéologie, on ne va jamais trouver de débouché là-dedans. Et donc, on s'est un peu frité, comme on dit aujourd'hui. Et qui a eu raison ? Au départ, on est quand même dans les années, début des années 80, donc les parents ont toujours raison. Et puis, on était majeurs seulement à 21 ans. Ouais. Et donc, j'ai décidé d'arrêter l'UNIF très, très rapidement. Et puis, il m'a dit, t'arrêtes l'UNIF. Il y avait le service militaire à l'époque. Et donc, service militaire, il m'a dit, tu vas avoir un service action. Et donc, déjà là, le réseau, je ne savais pas qui connaissait autant de monde, etc. Et donc, je me suis retrouvé au régiment paracommando, alors que normalement, je devais faire un service plutôt relativement cool, parce que j'étais coureur cycliste. Il m'a dit non, tu vas en baver. Donc voilà. Et je te dis toujours avec beaucoup d'amour, mais il savait. Donc, oui, l'armée, le service, blessé à l'armée, une longue revalidation. Mais bon, ça s'est bien passé, ça reste un souvenir. Et tout de suite, l'envie de... Enfin, moi, j'avais pas envie de reprendre des études après. Le sport, c'était compliqué. Après, j'avais plus envie de reprendre du sport de haut niveau. Et donc, une activité. T'as pas de diplôme. Tiens, pour l'anecdote, je voulais aussi devenir policier. Ah oui. Ça, c'était avant. Et papa était policier. Il était officier de police. Il a dit, moi, de mon vivant, tu seras jamais flic. Donc voilà, j'avais toutes mes carrières un peu cassées. J'étais pas archéologue. J'allais dire, il a pas mal influencé. Il a pas mal influencé, oui, tout à fait, le départ de ma carrière. Et puis je me suis retrouvé très vite, 1 mois après l'armée, j'étais indépendant. Mais j'avais pas de fonds, j'avais rien. Et donc, à l'époque, il y avait un truc, c'était les marchés. C'est camelot, quoi, les marchés, comme le samedi matin à Namur, etc. Et donc, trouver des places, se faire un petit trou, comme on dit. Et c'est assez marrant parce que j'ai commencé dans les vêtements pour enfants. Mais des vêtements de qualité, avec des bonnetteries gantoises qui étaient des anciens sponsors cyclistes. Et donc, j'avais pas les filons, mais les contacts là-bas. Et donc, j'achetais du vêtement de qualité. Alors, pour faire d'une histoire un peu longue, une histoire courte, j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Il y a eu une grosse libération sur les cartes à l'époque. Quand moi je suis rentré, il fallait faire patte blanche, il fallait donner plein de documents pour faire les marchés. Puis quelques années après, ils ont tout lâché. N'importe qui pouvait s'inscrire, il n'y avait plus de démarches. Ouais. Et donc ça faisait autant de chômeurs de moins, déjà. Et ils ont libéré en 3 mois à peu près 130 000 cartes de commerçants ambulants. Ouais. C'est tout, hein. C'est la friterie, c'est le vendeur d'hamburgers, ou bien le vendeur de vêtements ou d'accessoires, etc. Et donc on s'est retrouvés noyés sur les marchés. Là, j'ai bifurqué, j'ai vendu des outils sur les marchés, mais je vendais des outils de qualité. Je ne faisais pas le marteau à 2 €, donc je faisais le marteau de marque. Les outils de marque, et j'étais le seul à l'époque à pouvoir vendre de la marque Metabo sur les marchés. Parce que j'avais une étale de qualité, etc. Bon, c'était un peu compliqué, parce que j'avais pas trop d'investissement, il fallait tout le temps réinvestir, pas de cash flow, enfin tout le temps dedans, etc. Compliqué aussi parce que je n'avais pas de formation en tant que gestionnaire et indépendant. Et donc on apprend sur le tas.
Mais il y a un aléa sur les marchés, c'est aussi le climat. Et je suis tombé dans l'époque des grosses tempêtes de 1990. Et là, pendant plus d'un mois, on sait plus travailler, quoi. Il y a du vent, il y a du truc de fou. Et en parallèle, j'étais déjà, avant le service militaire, je travaillais dans les services de sécurité privés. Et donc, je travaillais pour des privés. Et de temps en temps, ils me demandaient comment ça va. Je dis non, ça va pas, je sais pas travailler. Il y a de la tempête, je sais même pas sortir. Voilà, je suis, pour reprendre un terme militaire, l'arme au pied, j'attends. Et je dis c'est complètement frustrant puisque je dépends du temps. Et donc, je travaillais pour eux. Et ces mecs me disent, tu sais, on t'a présenté un patron là, d'une entreprise. Mais en fait, c'est le directeur, c'est le gérant, mais les vrais patrons, c'est nous. Et c'était les premiers call shops en Belgique. Les premières cabines privées. Et c'était à Louvain-la-Neuve. Ça s'appelait les Call Me. Et ils m'ont dit, écoute, on en a un là, près du centre sportif. On a des étudiants dedans. Ils tournent comme ils tournent. Mais ils tournent pas bien. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis, oui, pourquoi pas. Je dois payer quoi? Il dit, tu payes tous les frais. Et ça va être notre tranquillité. Donc, je me lance. Je prends 15 jours de congé sur le marché. 3 jours après, j'avais dit, c'est bon. J'étais à l'abri des intempéries, je faisais du chiffre, et donc j'ai lancé, puis j'ai développé plein de choses. Et je suis resté là 14 ans. 14 ans, tout en vivant la libéralisation des télécoms. Et pendant la libéralisation des télécoms, j'ai cherché à travailler avec une autre société que RTT est devenue Belgacom, Proximus aujourd'hui. Et puis là, je rencontre des gens de British Telecom. Et ils me font une proposition pour mon commerce. Parce qu'entre-temps, j'avais racheté la boîte dans laquelle j'étais gérant. Tu ne dépendais plus. Entre-temps, j'avais pu racheter. Donc, d'ailleurs, il y avait à l'époque Guido Ekelmans, le gros pourvoyeur de chambres d'étudiants qui fait des belles promotions immobilières dans les campus, et notamment à Louvain-la-Neuve, qui a toujours dit avec les Call Me que j'étais la seule bonne affaire qu'il avait faite, ce qui était pas mal, ce qui était un compliment. Et il avait pu me la revendre. Et donc... oui, je vois les gens de British Telecom et non seulement ils me font une proposition pour, je vais dire, le commerce, pour l'activité, mais ils me font une proposition pour moi aussi, en disant, est-ce que tu veux pas rentrer comme freelance? Je vérifie quand même que c'est bien British Telecom. Et donc, effectivement, c'est British Telecom, les cabines rouges, l'olifant, là, la trompette. Et donc, je me dis, incroyable. Je travaille avec un groupe qui était Belgacom à l'époque, qui avait 30 000 personnes, c'était beaucoup. Et puis là, je tombe dans un groupe qui a 130 000 personnes, comme freelance, en fait, ce qu'ils ne m'ont pas dit. Ils ont dit, mais il est qui, lui? Pas de diplôme, il n'a rien. On va voir ce qu'il fait. S'il fait des contrats, ben, tant mieux. S'il ne fait pas de contrat, en tant que freelance, on le bac dans 3 mois, quoi. Et puis, c'était vraiment génial, parce que c'était moins cher, il n'y avait quasiment rien à faire, c'était des contrats à durée indéterminée, il n'y avait pas d'engagement pour les clients. Et donc, j'ai vendu, mais... sans formation, je vendais. Tous les 2 jours, j'appelais mon account manager. Il me dit, mais ta formation. Puis j'ai vendu. Viens faire le contrat avec moi. Il faisait le contrat, puis il m'a montré. Et c'est là que je suis tombé aussi un peu dans l'informatique. Alors dans l'informatique en tant qu'usager. Mais donc en 2000, plus ou moins, 99-2000, j'ai découvert le cloud. Parce que tous les documents de British Telecom n'étaient pas sur un ordinateur portable, ils étaient dans le cloud. Et donc j'ai découvert le cloud, aller chercher un document, le remplir, le télécharger, le renvoyer sur le cloud, imprimer et faire des contrats. J'ai fait plein de contrats. Je dois dire que c'était assez facile, la différence de prix était énorme et les engagements pour les clients étaient relativement simples, il n'y avait pas de complications. Et donc sans formation. J'ai vendu, j'ai appris et j'ai fini par vendre le plus gros contrat du canal indirect de British Telecom. Puis, il y a un nouveau manager qui est arrivé. Et moi, j'ai dit à tout le monde là-bas, alors que je n'étais pas dans les télécoms, j'ai dit, lui, il va fermer le canal indirect, il va tout fermer. Et j'ai dit à un des managers qui était employé, toi, tu seras le dernier, tu seras chargé d'éteindre la lumière. Tout le monde m'a dit, mais non, ça marche super bien, on est profitable au canal indirect, on va continuer. 6 mois après, il s'est passé ce qui s'est passé. Et donc, ils ont été très corrects avec moi. Ils m'ont permis même de reprendre une clientèle, ils m'ont mis ailleurs. Et moi, je travaillais pour mes clients, donc j'étais... comment je vais dire? Mes clients me suivaient, en fait.
Donc je ne les mettais pas dans une marque pour un pourcentage que j'avais, je les mettais pour la qualité. Et donc parfois je leur disais, écoutez, on va changer. Et donc ils étaient bien chez British Telecom, mais comme British Telecom n'en voulait plus, on en a changé. On m'a mis en contact avec un autre opérateur, ça se passait pas très bien. Et donc là, moi j'ai préféré changer, j'ai volé de mes propres ailes à ce niveau-là. Et ouais, là on est en 2004 plus ou moins. Je travaille pour un autre opérateur. Et puis je le trouve. Et là, il y a pas mal d'éléments. Et je te dis aussi, je parlais de gestion. Mm-hmm. Et là, en 2004, je fais faillite en personne physique et en société. Mon fameux call center à Louvain-la-Neuve. Je parviens quand même à le revendre. Mais je fais faillite. Et c'est une question de confiance. Mais c'est moi le responsable. Mais je fais trop confiance à mes employés. Et franchement, ils me font un gros enfant dans le dos. Mais je suis responsable. Ils ont fait, mais s'ils ont fait, c'est que j'ai laissé la porte pour qu'ils agissent comme ça. Donc, en finalité, c'est de ma faute. Et donc, j'ai une faillite personne physique et une faillite société. Et là, je vais trouver un des opérateurs avec qui je travaille, les patrons. Et je dis, ben voilà, j'aimerais bien... Je cherche du boulot. Ils m'ont dit, c'est génial. On t'attendait, entre guillemets. On te propose de rentrer comme sales manager. Et donc, je fais faillite. Je dois remettre ma bagnole est saisie, etc. Je vais les trouver et je repars avec une Audi A6, un ordinateur, tout un package, la carte de carburant, etc. Et c'est à peu près la seule période pendant laquelle je suis employé, à ce moment-là. Ça dure combien de temps, là ? 2004 et 2007. Entre 2004 et 2007, ouais. Mais j'étais employé, mais j'avais un statut vraiment particulier parce que je leur avais dit, écoutez, moi j'ai toujours été indépendant, je vais travailler toujours comme ça. Tenez-moi au courant de ce qui va se passer. Je ne suis pas actionnaire, mais tenez-moi au courant. Comme ça, je vois un peu les grandes lignes. Ne me dites pas que tout va bien et fermez la porte le lendemain et me dire, voilà, c'est fini. Et puis donc, ils sont très très fers avec moi. Je dois dire que je rentre dans une technologie que je ne maîtrise pas trop, qui était les faisceaux hertziens. Donc c'est comme le GSM, mais en fait, on fait passer de l'Internet en B2B. On met une antenne sur un toit. Elle va se connecter à une station de base. Et on a de l'Internet, et donc on a de la voix ou de la bande passante. Je ne maîtrisais pas très bien le truc. Je connaissais de l'armée, mais pas en tant que technicien, en tant qu'utilisateur, etc., mais pas en tant que pourvoyeur de services. Et donc je leur ai proposé un truc assez inédit. Je leur ai dit, écoutez, moi je dois me former un peu. Et si vous me rentrez comme sales manager, vous allez très très vite attendre de moi des performances que je pourrais sans doute pas avoir. Et moi, j'aime pas marcher à la pression. J'aime pas marcher à la pression des autres. Je peux marcher à la pression que je me mets, à la pression du marché, mais pas avec quelqu'un qui vient me voir toutes les semaines en me disant « et les chiffres, et les chiffres, et les chiffres ». Et donc, j'ai dit, écoutez, j'ai demandé, la responsable HR était là, puisque j'étais question de m'engager. J'ai dit, je vais coûter combien ? Mais tout le package. À mi-temps, je coûte combien ? Elle me donna un prix. Je dis au patron, écoute, quand je fais tel chiffre, tu m'engages à mi-temps. Elle dit, tu vas faire comment le chiffre ? Je dis, je vais te rentrer des contrats avant d'être employé. Et donc, je vais te faire du chiffre. Comme ça, quand je générerai du chiffre, tu vas m'engager. Et donc, c'était au mois d'avril. Je suis rentré mi-temps en juin. J'avais déjà fait le chiffre. Et en octobre, je suis rentré temps plein. 2004. Donc, je générais déjà du chiffre qui me permettait de me payer. Ouais. Il m'a dit ça, on m'a jamais fait. Je dis, c'est une approche, mais c'est une approche qui va me permettre d'être plus cool. Ouais. Donc c'est aussi mon approche un peu atypique par rapport à là où on attend tout le monde dans les sentiers battus. Moi, je sors un peu des sentiers battus, ça a toujours été mon truc. Parfois aux grandes dames de ma femme d'ailleurs, mais c'est une de mes caractéristiques. Et donc j'ai travaillé jusqu'à la revente de la boîte à des Américains qui ont déployé le premier réseau wireless B2B en termes de connectivité Internet. C'était Clearwire à l'époque, surtout Bruxelles, etc. Ils ont racheté. Moi, j'ai voulu partir parce qu'il y avait deux des associés qui partaient travailler pour des Marocains, un nouvel opérateur marocain, et ils ont dit non, je voulais partir avec eux. Ils m'ont dit non, tu restes, sinon ça va être la fuite en Égypte. Il y en a déjà 2 qui partent, si toi tu pars. J'étais étonné, mais il dit beaucoup de gens vont se casser. Et on a quand même des engagements vis-à-vis des Américains, il faudrait que tu restes. Je dis je reste, mais je ne vais pas travailler pour eux. Ils m'ont dit tu viens travailler avec nous,
mais tu restes chez eux. Et donc tout le monde était content puisque eux me facturaient. Moi je suis parti au Maroc avec eux, et puis là j'ai travaillé une grosse année au Maroc pour lancer cet opérateur avec les technologies qu'on utilisait à Bruxelles. Et ça s'est super bien passé. Et puis en parallèle de ça, on avait installé les premiers équipements à l'époque où je travaillais pour eux, Mac Telecom, c'était cette boîte. Il y avait le projet de l'Axis Park. Et le projet de l'Axis Park, c'était chez moi, dans mon jardin à Montrain-Guibert. Et le fondateur, Henri Fischgrund, avait rencontré un moment, à l'initiative du bourgmestre, toutes les forces vives de Montrain-Guibert. On m'avait parlé de ce que je faisais. Et il m'avait dit, mais si on met ça dans le parc, je dis en Wallonie, vous serez les premiers. Il n'y a pas cette technologie dans aucun parc d'affaires en Wallonie. Et il a dit, écoutez, il y a un totem qu'on va monter là. Vous pouvez aller gratuitement dessus. Et si vous mettez l'équipement, est-ce que moi je peux en parler à mes futurs locataires, etc. Je dis oui, bien sûr, évidemment. Et donc ça s'est mis comme ça. Et donc j'ai commencé à travailler pour lui. Enfin, pour lui. Je travaillais là, pour la boîte de Mac Telecom. Je faisais le matin le Brabant Wallon, et puis je partais à 10-11 heures, comme ça j'évitais tout le trafic. Et j'arrivais à la Tour Bleue, l'avenue Louise, et je faisais mon job, et je rentrais à 19h-20h. C'était assez facile pour moi, puisque j'évitais le gros du trafic, et j'étais à Bruxelles, un truc de fou. J'imaginais jamais aller travailler à Bruxelles, en plein centre de Bruxelles, et ben j'y étais. Et donc ça s'est super bien passé. Là, j'ai rencontré Henri. J'avais un rêve, c'était de monter une boîte dans l'Axis Park. On a monté une boîte qui était un dérivé de quand les Américains sont partis après le Maroc. On a monté une boîte dans le parc avec des associés. Et j'avais des bureaux là. Et donc j'avais des bureaux chez moi parce que j'habite Mont-Saint-Guibert. C'était vraiment génial, Guibertin. Voilà. C'était hyper facile. Et en fait, ça se passe très mal. Ça se passe très mal avec les associés. Je me sens vraiment pas bien. Et je vais trouver Henri un jour. Début 2010. Ouais, début 2010. Je vais trouver Henri et je lui dis, écoute, je vais partir de cette boîte parce que ça va pas pour moi, ça pue, c'est pas dans mes valeurs, etc. Il me regarde et me dit, honnêtement, je sais pas comment t'as fait pour tenir aussi longtemps parce que je vois bien que c'est pas tes valeurs, que tes associés sont pas... Je sais pas, d'ailleurs, comment tu t'es associé avec eux. Je dis, ça c'est la vie, c'est les aléas, mais en tout cas, je m'en vais. C'est une des leçons qu'il faut retenir quand on est indépendant ou entrepreneur. On peut se lancer dans des projets. Quand on voit que ça va pas, il faut arrêter. C'est une leçon de ma faillite aussi. Ne pas s'obstiner, ne pas imaginer qu'on va aller contre vents et marées et qu'on va amener le beau temps. Voilà. On ne fait pas la météo. Et en entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est un moment de prendre des décisions. Et prendre des décisions parfois qui font entre guillemets mal, mais qui sont des décisions nécessaires et utiles. À sa sauvegarde professionnelle, mais aussi à sa sauvegarde personnelle. Et donc, il me voit, il me dit, bon, ok. Mais il dit, tu vas faire quoi? Je dis, je sais pas. Je dis, je sais pas, mais je m'en vais. Il me dit, écoute, je te propose de travailler pour moi. Ah bon? Bah oui, il dit, tu m'as donné l'idée d'un business center. Tu n'étais pas le premier. Mais il faut savoir que quand je m'étais installé dans l'Axis Park, j'avais créé un mini business center parce que j'avais amené 5 sociétés et on travaillait ensemble avec des équipements en commun. Et il m'a dit, mais tu as réalisé un business center. Donc on va en faire un. Et on te propose... Moi, je pensais qu'il allait me dire, on te propose de mettre les techniques, télécom, etc. Non, il dit, tu vas le commercialiser. Je dis, oui, j'ai jamais fait de l'immobilier de bureau. Bah si, tu as amené 5 sociétés, c'est pas compliqué. Tu connais le parc, tu fais même des visites du parc. Donc il dit, vas-y, lance-toi. Je dis, ok. Je dis, ça va être quoi le deal? Indépendant. Ok, je dis, il y a une commission, il y a un fixe, uniquement des commissions. Il n'y a pas de fixe. Tu as un bureau, tu viens chez moi au bureau, etc. Il n'y a pas de fixe. Ok, donc j'ai commencé comme ça. Et le premier trimestre, j'ai facturé 300 €. Premier trimestre. 2 ans après, on facturait sur la vente dans le business center. Et 2 ans après, il vient me trouver, il me dit, j'ai vu ta facture. Il dit, j'ai presque eu un coup le cœur. Il dit, j'ai demandé à ma secrétaire de vérifier pour être sûr que tu avais bien rentré, que tes commissions étaient correctes. Ouais. Et ma secrétaire me dit, non, Charlie me demande à moi de faire les calculs pour lui. Puisque c'est elle qui était censée vérifier. Je dis, puisque tu dois vérifier, fais les calculs pour moi. Et il me regarde, il dit, c'est génial. Il dit, je suis super content. Il dit, tu te souviens, il y a 2 ans, les 300 €? Il dit, je suis super content maintenant. Et donc, ce que je faisais aussi, c'était pas que vendre. Je m'intéressais aussi aux techniques. Je m'intéressais à plus que ça. Et
Il a compris aussi que j'étais pas qu'un vendeur. Et donc, il m'a aussi, à un moment, rémunéré pour ça. Et puis, un jour, je lui dis, écoute, toi, tu construis des parcs d'affaires, tu développes des bureaux, tu développes de la promotion immobilière. Et là, pour la première fois, on fait un métier de service. Mais le staff n'est pas fait pour ça. C'est du staff qui travaille dans une société de promotion immobilière B2B, de bureau, et pas un staff d'hôtel, de gestion d'hôtel. Et donc, je dis, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et les gens sont bien, ils sont très bien humainement, mais ils ne sont pas dans le business. Et on se fait avoir par beaucoup de sous-traitants qui se servent sur la bête et qui chargent. Et donc, je trouve qu'il faudrait une société qui ne fait que ça, qui exploite au niveau du service. Il dit, ouais, c'est une idée. Il dit, c'est vrai. Puis quelques semaines après, pas très longtemps, il vient près de moi et dit, écoute, on a réfléchi à ton idée et on trouve que c'est pas mal. Et il dit, on a trouvé quelqu'un pour exploiter. Et il va y avoir une société qui va exploiter le business center propre. Il dit, alors je le regarde tout de suite. Il me dit, toi tu vas continuer, mais tu vas très très bien t'entendre avec la personne qui va gérer ça. Là je commence à réfléchir. Je dis, c'est qui, machin? Il dit, tu vois pas qui c'est? Je dis, non. Il dit, nous on est sûr que c'est bon avec toi parce qu'on sait que tu marches à l'humain. Alors il me regarde en souriant, il dit, tu vois vraiment pas? Je dis non, il me dit, c'est toi. Grande surprise, là tout de suite je fais mes poches. J'ouvre mes poches, je sors 3, 4 euros, 10 euros qui sont dans mes poches. Je dis, Henri, j'ai pas plus que ça. Je dis, je savais le nombre de mètres carrés, de ce qui était devenu de Gate, etc. Je dis, rien que la garantie locative, je suis mort. C'est fou, c'est pas pour moi, quoi. Il me dit, non, mais t'inquiète pas, on va t'aider. Ok, je dis, merci, ça c'est bien, c'est génial. Mais je dis, j'aimerais bien que tu rentres dedans aussi, dans la société, alors. Ah oui? Je dis, pourquoi? Je dis, d'abord, t'es le propriétaire. C'est quand même, tu verras tout de suite ce qui se passe. Deuxièmement, si on a déjà beaucoup discuté ensemble, j'ai confiance en toi. Tu vas aussi me coacher, me guider. Et troisièmement, tu as une notoriété que j'ai pas. Une notoriété financière au niveau des banques, j'ai pas. Oui, bien sûr. Et donc ce sera clairement un plus pour nous. Il me dit, merci beaucoup, vraiment. Je suis enchanté. Il dit, je vais en parler à mes associés, parce que mes associés au niveau du business center, enfin au niveau de l'Axis Park. Il vient près de moi 2-3 jours après, il me dit, on a un problème. Moi je dis, ok, c'est déjà fini, c'est bon. Il me dit, non, mes associés me demandent tous pourquoi ils ne peuvent pas venir avec nous. Et donc c'était extraordinaire pour moi, parce que on est d'accord, c'est des pointures. C'est tous des pointures, c'est du haut vol. Ça vole stratosphérique. Moi, je vole en petit Cessna. Et eux, ça vole vraiment au-dessus, tant en tant qu'entrepreneur, comme même au niveau financier. Voilà. Et donc, ils m'ont tous demandé s'ils pouvaient rentrer aussi. J'ai dit bien sûr que oui, évidemment. Humainement, c'était génial. Ils sont tous venus me remercier en disant merci de m'accepter, etc. Donc ça, c'est une grande leçon aussi que j'ai vécue avec Henri, avec ses associés. C'est le côté, on réalise beaucoup de choses. Ils prennent des risques. Après, ils ont des moyens aussi derrière. Les moyens viennent aussi derrière parce qu'ils ont pris des risques. Mais il y a une grande humilité. Une grande humilité et un grand respect. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que même encore maintenant, ils sont toujours mes associés dans The Gate, après 15 ans maintenant bientôt. Et quand ils viennent visiter avec des gens, les gens disent « c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment un truc génial ». Et il dit « non, c'est pas mon idée, c'est la sienne ». Et donc c'est toujours ce respect, cette humilité et en même temps une totale confiance. Ils m'ont fait confiance alors que j'avais rien, ils m'ont fait confiance sur base du boulot, quoi. Et donc ça, c'est une belle récompense et une belle leçon quand on voit parfois certaines personnes très très méfiantes, etc. Ils font un peu de méfiance, mais à un moment, il faut... La confiance qu'on accorde aux gens est intéressante et était primordiale pour moi. Et en tout cas, ça a été quelque chose, un gros kick pour moi. Et donc voilà, The Gate. J'étais là depuis 2010. On a créé cette société elle est en exploitation. Et puis, on a vraiment créé The Gate en 2010. Donc ça fait bientôt 15 ans maintenant. Mais en fait, ça fait pratiquement 20 ans qu'on exploite l'Axis Park et le Business Center. Et donc de The Gate, on héberge des sociétés, on rencontre des gens, etc. Toujours cette attache aussi dans le monde du sport. J'étais coureur cycliste.
Et puis en 2016 déjà, il y a les Jeux de Rio. Et là, je crée une boîte. Et je dis qu'il faut faire de l'hospitalité sportive. Et cette boîte, je dis, il faut qu'elle donne de l'élan à d'autres sports que le football. Parce que dès qu'il y avait les Diables Rouges, tout le monde on fait des grands écrans, on fait les fêtes sur les places de village. Et dès qu'il y avait d'autres sports, même aux Jeux Olympiques, il n'y avait pas grand engouement, du moins à part peut-être à la télévision, etc., ou sur place aux Jeux, mais sur les places publiques, etc., il n'y avait pas grand engouement. Et donc j'ai créé vraiment une notion de VIP autour des Jeux Olympiques. Mais c'était Rio. Il y avait une manifestation du comité olympique belge qui était la Rio House à Ostende. Et moi j'avais fait Go to Rio à De Gate. J'ai commis une petite erreur, mais c'est de la candeur. C'est que j'ai prévenu le comité olympique que j'allais faire quelque chose. Là, ça a été quelque chose parce qu'ils m'ont demandé patte blanche. En fait, j'aurais dû rien dire et j'aurais fait mon truc et voilà. Et là, ils m'ont demandé patte blanche, etc. Parce que l'image olympique, l'image des sponsors, etc. J'ai quand même eu beaucoup de compréhension de leur part en disant que je voulais mettre le sport amateur, puisqu'il y a beaucoup de sports amateurs au jeu en avant. Et donc, j'ai eu de la tolérance de leur part, mais avec une ligne de conduite, beaucoup de respect à avoir. Et je leur avais donné aussi la garantie que si bénéfice il y avait, ce serait versé dans une fondation qui s'occupe et qui aide des sportifs de haut niveau, mettant des disciplines peu argentées. Et donc, ils m'ont laissé faire. Et donc, j'avais fait vraiment un VIP, avec menu brésilien, spectacle brésilien, etc. Et ça a bien marché. J'ai beaucoup appris, parce que j'ai fait beaucoup moi-même, mais ça a marché, et puis les gens ont déclenché, et je me dis, il y a quelque chose à faire autour du sport. Et puis donc, j'ai fait plusieurs manifestations comme ça, et notamment en 2021, il y avait les championnats du monde cycliste à Leuven, en Belgique. Je venais du monde du cyclisme. La fois d'avant, c'était 19 ans avant. Je me dis, dans 19 ans, je serai un peu trop vieux pour faire quelque chose, donc il faut faire quelque chose. Et là, j'ai pris des top formules, les toutes belles formules, et puis j'ai permis aux gens de ne pas devoir prendre la formule, d'avoir le bénéfice de la formule, et de prendre 1, 2, 3, 4 places dans la formule, et d'avoir l'avantage financier de ne pas devoir supporter toute la charge, parce qu'il y avait des minima à prendre pour avoir des belles formules. Et donc ça, c'est parti comme ça, et puis j'ai eu plein de sociétés qui sont devenues clientes, et qui sont clientes de cette deuxième activité. Et MaxCap Production. C'est MaxCap Production, oui, tout à fait. Qui est aussi lié à De Gate, parce qu'on fait des événements chez De Gate, avec MaxCap Production aussi. On en fait à l'extérieur, du coup il y a des clients de Gate qui apprécient le fait de pouvoir souscrire à des produits et de venir voir des rencontres sportives ou de l'hospitalité ou des sportifs de haut niveau, pouvoir les approcher de tout près dans des événements plus privés. Donc tout ça c'est bon et c'est un fil rouge, quoi. Voilà, et donc puis arrive... CEG, c'est la preuve vivante que l'hospitalité sportive et le networking en sport, ça marche, puisque je suis souvent en Flandre avec des manifestations et des clients francophones. Et puis là, je rencontre un de mes amis, un néerlandophone, qui dit « Écoute, je te présente 2 potes. » Il dit « Voilà, ça c'est le francophone qui connaît tout le monde en Wallonie. » Et on a pris rendez-vous, on a discuté. Il se fait que c'était les fondateurs de ACEG, qui est la plus grosse société aujourd'hui de contrôle et de certification dans tout ce qui est électrique, gaz, photovoltaïque, PEB, engins de levage, les grues, les ascenseurs, etc. Et donc, ils m'ont proposé de développer la Wallonie à partir de Gate. Encore une fois, tout est lié. Et donc, on développe la Wallonie là, depuis 2 ans. Et donc, je suis devenu associé de tout le groupe. Et ça, c'est encore une fois une belle histoire. Mais voilà, qui est lié, qui est la preuve que l'hospitalité sportive, ça marche. Donc 3 activités. Comme je dis souvent, j'ai pas de cheveux, donc j'ai des casquettes. Il y a De Gate, MaxCap Production et ACEG. Côté multi-entrepreneurial, qui est de plus en plus tendance quand même aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Oui, c'est vrai, mais c'est l'opportunité en fait. Ça a été l'un après l'autre. Ça a pas été, il y en a beaucoup. Oui, c'est saisir des opportunités, des momentum. Ouais. Quel conseil donnerais-tu au Charles qui avait 18 ans, avec toute ton expérience d'aujourd'hui, si tu pouvais lui glisser un petit mot à l'oreille? Ce serait de peut-être pas foncer autant, pas prendre des décisions aussi rapides que celles que j'ai prises. Je lui dirais aussi de bien écouter tout le monde et de bien s'entourer avec des gens d'expérience, d'écouter les gens, écouter les anciens. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Mais en même temps, ne pas trahir ses envies.
Donc si tu as envie de quelque chose, vois comment il faut le faire, mais fais-le. Ne gâche pas ta vie. J'imagine que ce sont des conseils que tu glisses à tes enfants aujourd'hui. Oui, j'ai pas de problème avec ce qu'ils veulent faire. Bon, ils sont tous les deux dans le sport. Ouais. Mais comme par hasard. s'ils ne l'avaient pas été, c'était pas grave. Je leur ai dit, vous voulez être plombier, vous voulez être électricien, pas de problème, mais soyez dans les meilleurs. Visez, c'est comme en sport, visez le haut niveau. Soyez le plombier de référence. Celui que tout le monde a envie d'avoir en disant, celui-là, il travaille super bien, c'est génial. Tu as évoqué quelques échecs tout à l'heure aussi. On sait que dans l'entrepreneuriat, ce sont dans les échecs qu'on apprend le plus. Si tu ne devais en retenir qu'un, quel échec était le plus formateur dans ton parcours ? C'était pour moi le plus formateur. Ça n'a pas été spécialement mes 2 faillites, ça a été parfois des échecs d'association. Mais ce sont des échecs qui, après, quand on se rend compte, ce sont des échecs qui renforcent, parce qu'on doit prendre les décisions de séparation, mais ce sont des décisions qui te renforcent. Et donc, si tu pouvais inviter une personnalité, vivante ou décédée, à un lunch, un business lunch, qui inviterais-tu ? Une personnalité que je n'ai pas encore rencontrée. Oui, ou que tu as rencontré, mais en tout cas, si tu as totale liberté quant au choix de la personne, même quelqu'un de décédé, est-ce qu'il y a une personne que tu voudrais absolument pouvoir rencontrer ? Alors, il y a vraiment beaucoup de monde, parce que je suis quelqu'un d'assez éclectique et j'aime l'histoire. Je pense que s'il y avait une personne que je devrais prendre comme ça, c'est Charles de Gaulle. Ah oui. Pourquoi ? C'est quand même un parcours très très atypique, hein, mais c'est quelqu'un qui a fait d'abord un parcours très classique. L'école de guerre, enfin à l'époque ça s'appelait l'école de guerre, l'état breveté d'état-major, enfin je veux dire, un fil cousu, c'était un visionnaire par rapport à la stratégie militaire bien avant les autres. Il avait observé ce que les Allemands faisaient, notamment avant la guerre. Il avait prédit ce qui allait se passer. Et puis, il y a la défaite, il y a la campagne de France. Il veut continuer la lutte et du jour au lendemain, il était général, 2 étoiles. Du jour au lendemain, il devient paria, il devient condamné à mort par contumace. Il part en Angleterre, il quitte son pays avec une vision de dire je vais revenir, la liberté, etc. Le combat continue. C'est quand même... faut les avoir bien accrochés. Il faut les avoir bien accrochés quand tout est perdu, quand on voit l'appel du 18 juin 1940 et que cette voix part de Londres et que quelques personnes l'entendent. Il ne sait même pas qui l'entend derrière. Donc quel parcours. Et puis après, alors je passe le parcours de guerre, etc. Il a failli se faire trucider 10 fois. Les Américains le détestaient. Churchill l'adorait, le détestait. Mais en même temps, après la guerre, c'est faire la paix avec le chancelier Adenauer. Et c'est les fondements de l'Europe, sur base des 2 gros ennemis de l'Europe, et c'est faire la paix à des gens. Donc c'est créer l'avenir avec des gens qui se sont battus, quoi. C'est un peu la paix des braves, et créer l'embryon de ce qui était de ce qui devient l'Europe. Donc quand on reprend des phrases qu'il a dites à son époque et qu'on voit aujourd'hui, on voit que c'est quand même un sacré grand visionnaire. Clairement. Quel est le plus grand risque que tu aies pris dans toute ta carrière, et qu'est-ce que ça t'a appris, ça t'a apporté ? Le plus grand risque, c'était parfois de sortir des entreprises du jour au lendemain en disant c'est terminé. Moi, je dois marcher à la confiance, je dois arriver le matin, je ne peux pas arriver la boule au ventre en disant qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que celui-là va me dire, comment il va prendre les choses, etc. On peut avoir des différents entrepreneuriaux, des différents niveaux de la stratégie, des différents points de vue, mais un respect d'humain et donc l'envie. Et donc, les plus grands risques, c'est parfois de sortir d'une boîte avec des gens qui disent « mais non, tu ne vas pas bouger parce que tu as des engagements familiaux, etc. et financiers ». Et je dis si, c'est sortir d'un avion en ouvrant la porte en plein vol et sans avoir de parachute, quoi. Ça, c'est risqué. Et on l'a compris dans tout ton parcours que tu nous as expliqué, tout se fait principalement par opportunité, comme tu l'as dit, mais aussi beaucoup par le côté relationnel. Donc dans un monde très digitalisé, de plus en plus digitalisé aujourd'hui, le relationnel, le côté networking et autres est quelque chose de très important pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos auditeurs qui nous écoutent et qui te disent je voudrais me lancer un peu là-dedans, mais j'y connais pas grand-chose, je ne sais pas comment faire, par où commencer? Je pense d'abord que on est dans un monde ultra communicant, mais on est tous peu communicants. Donc on parle à travers des devices, des smartphones, des réseaux sociaux, etc. Et on a parfois peur de s'adresser à quelqu'un qu'on croise dans un couloir.
Et je crois qu'avant tout, c'est l'humain. Ce qui a fait la force de notre genre, du genre humain par rapport à tout le règne animal, etc., c'est le fait qu'on a travaillé en meute, qu'on a travaillé en groupe, qu'on a développé des stratégies de groupe. Et donc, des stratégies de groupe, c'est des stratégies de communication. Finalement, on s'est communiqué. L'adage en Belgique dit que l'union fait la force. Mais communiquer, pouvoir ne fût-ce que regarder quelqu'un dans les yeux, lui dire bonjour avec un sourire, ça a l'air tout bête, mais il y a plein de gens qui ne le font plus aujourd'hui. Et ça commence par là. Parce qu'à partir du moment où on regarde une personne, qu'on croise pour la première fois, qui arrive devant et qu'on dit bonjour avec un sourire et dans les yeux, on peut difficilement avoir une baffe dans la figure, quoi. C'est plutôt un autre bonjour. C'est créer l'empathie, c'est la curiosité vis-à-vis des gens aussi. Beaucoup de gens prennent ça comme un devoir, le networking, ou comme un must, je dois faire du networking. Mais en fait, tout simplement, c'est envie de rencontrer des gens, envie aussi de les écouter, de voir leur parcours. Et leur parcours, il n'y a pas de petits et de grands parcours. Il y a tous des parcours de vie. Et il y a des parcours très, très inspirants, quelle que soit l'activité professionnelle, quel que soit le hobby des gens. Il y a toujours quelque chose qui est intéressant. Et pour moi, découvrir l'humain, donc c'est presque naturel. Et le networking est presque venu comme ça, s'intéresser aux gens en tout cas. Ouais. Et prendre des responsabilités, on sait que tu as été président de l'Alliance Sandbeway, tu as été administrateur aussi de ACT, maintenant, en tout cas des CCI. Oui. Prendre des mandats comme ça a été un vrai plus dans... Oui, alors, il faut savoir une chose, c'est que j'ai jamais rien demandé. En fait, j'ai jamais vraiment postulé pour ça. On a créé une première association, on était toute une série de trentenaires, on l'a créé, on est tous rentrés dans un bureau, etc. Et puis je dois dire que c'était un truc un peu fou, c'est qu'on est toujours venu me chercher en disant, tiens, pourquoi où tu devrais pose ta candidature, parce qu'on pense que tu pourrais être un plus. Et ça, c'est une belle reconnaissance. C'est de l'investissement, c'est beaucoup d'investissement de temps. Ma compagne pourrait le dire. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que c'est quelque chose qui se fait même si c'est un individu, c'est comme en sport ou en entreprise, même si c'est un individu qui dirige ou qui prend un mandat quelque part, s'il n'y a pas une complicité, une compréhension de la famille, de ses proches en tout cas, c'est très très compliqué. Quand on a l'aide et le soutien de ses proches, c'est quand même super important. C'est pour moi la base, pour être bien dans ce qu'on fait. Et donc, ça a été un plus. Ça, c'est clair, ça a été du temps, ça a été, oui, des sacrifices de temps, mais en même temps, quelle richesse de rencontres. Mm-hmm. Avec jamais de plan A ou de plan B en disant, je vais rencontrer des gens, je prends un mandat, ça va me permettre de développer mes affaires. C'est tout simplement aller dans les autres, aller dans le monde associatif et faire évoluer ce monde ou faire tourner mettre sa pierre à l'édifice du monde associatif. Et encore une fois, le reste est venu naturellement. Mm-hmm. Les business, les rencontres, les clients sont venus naturellement derrière. Mais j'ai jamais été les chercher, quoi. Oui. Et quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui souhaite équilibrer justement sa vie privée avec sa vie professionnelle? Tu parles justement ça a pris beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que tu as comme bon conseil? Je pense d'abord que entrepreneur, c'est quelque chose qu'il faut mûrement réfléchir. C'est pas une mode. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, je veux créer mon entreprise parce que je vais être libre, parce que j'aurai mes horaires, etc. C'est une course de fond, l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose... On crée une personne morale ou une activité, mais l'entreprise fait partie de la famille. En quelque sorte, on ne peut pas, à un moment, couper tout et dire je rentre à la maison, je laisse tous mes soucis et mes projets, mes idées, mes clients derrière. Donc c'est vraiment très très bien réfléchir au projet, voir si c'est viable. Il y a des activités ou des organisations comme Mind & Market qui sont vraiment géniales parce que ça permet aussi d'aller confronter ton idée au marché. Et tu as des gens qui là te regardent avec beaucoup de complaisance mais sans bienveillance, ou beaucoup de bienveillance mais sans complaisance, pardon, et qui vont un petit peu faire sauter ton projet pour voir s'il tient la route ou pas. Je crois que ça c'est important, passer ton projet au banc. Et en même temps, vraiment réfléchir de ça avec ta famille. Parce que se lancer comme indépendant, c'est vraiment un grand plongeon. C'est beaucoup de belles choses, beaucoup d'émotions, mais c'est aussi beaucoup de stress. Et donc, il faut pouvoir le tenir. Et donc, c'est quelque chose, il faut se préparer à ça, comme les sportifs. Il faut vraiment se préparer à cette vie qui va changer, quoi. Et pour revenir sur l'activité de The Gate, on sait que tu as lancé le coworking gratuit
D'où est venue cette idée et voilà, quels sont les objectifs? Écoute, ça vient toujours d'inspiration, hein, et notamment une de mes idées. Moi, je me souviens quand j'avais rencontré John Bogart avec le fondateur du B19, il me dit voilà, nous on fait une cotisation à 600 €, et puis le reste, le verre qu'on offre, ou le verre qu'on va boire à l'accueil, et puis après la conférence, le verre de networking qu'on boit, je le fais pas payer parce que ça me coûte plus cher de le facturer, de compter 3 verres, d'envoyer la facture à quelqu'un. Donc je préfère faire un forfait. Il dit au final, ça me coûte moins cher en termes de gestion administrative, etc. Beaucoup moins de temps. Et donc je préfère une formule gagnante. Et puis, il faut savoir que dans The Gate, le Business Center, c'est pas la grosse partie. Enfin, pardon, le coworking. Beaucoup de gens pensent coworking. Mais en fait, on a 4000 m² de bureaux. Business Center, oui. Le Business Center et plus les salles de réunion. Et donc, c'est une petite partie. Et je me suis dit, je devais me battre à 3 € de l'heure, à 15 € la journée. Puis quelqu'un va arriver à faire 2 heures à 5 €. Ah, je vais vous facturer 10 €. Ah, mais non, je suis resté qu'1 heure et demie. C'est une administration intolérable. On a ce business center qui est là. Il fait partie de l'accueil. Il est intégré avec un bar. Il est allumé. Il y a du Wi-Fi tout le temps. Il y a de l'Internet. Donc je me dis, à quoi ça sert de chipoter, de rentrer en concurrence, de dire je suis le plus beau, je fais 2 € de moins, etc. Je fais une promo gratuit. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, les gens découvrent. Ils viennent quand même boire un café, ils boivent de l'eau, ils boivent une bonne bière, un verre de vin le soir, etc. On est gagnant parce qu'ils découvrent nos services. Après, ils prennent des salles de réunion. Certains commencent à regarder pour des bureaux, ou en tout cas font la publicité. Donc c'est plus un investissement dans le fait de faire connaître aussi le... C'est un investissement et en même temps, c'est quelque chose que nos clients bureaux nous permettent de faire. Oui. Et donc même pour eux qui ont des collaborateurs, ils ont un bureau avec 4 ou 6 ou 10 personnes. S'ils arrivent à 15, c'est pas un problème. Ils mettent les 5 dans le coworking et c'est gratuit. Donc c'était arrêter de chipoter avec des 2-3 €. Ouais. Voilà. Mais on peut se permettre de le faire. On l'a vu tout à l'heure, le parcours entrepreneurial, ce sont des hauts et ce sont des bas. Est-ce que tu as remarqué un changement dans le regard de ton entourage proche ou plus éloigné par rapport au succès Ah oui, complètement. C'est assez intéressant. Il y a des gens qui n'ont pas changé. Hein. Il y a des gens qui ont toujours cru. Alors, il y a des gens qui me regardaient, qui ne me connaissaient pas trop. Et à partir du moment où, par exemple, je rentre dans l'Axis Park, où je commence à collaborer avec Henri Fischgrund, et qu'Henri dit ça, c'est le directeur de l'Axis Park, il y a des gens qui ont quand même regardé autrement les choses. Il y a des gens qui m'ont dit mais comment t'as fait, avec beaucoup de sincérité. Puis bon, il y en a toujours quelques-uns qui viennent, qui te regardent pas trop, qui te saluent vraiment pour ce qu'il faut te saluer, puis tout à coup ils se mettent à te saluer avec beaucoup plus de déférence. Mais bon, ça c'est la vie. Mais c'était intéressant en tout cas humainement de voir la conversion des gens, de certaines personnes et d'autres avec beaucoup de sincérité qui viennent en disant mais purée, comment t'as fait ça, enfin c'est génial pour toi, mais comment t'es arrivé là? Et voilà, donc ça c'était... Oui, il y a eu du changement, ça c'est clair. Ils auront une partie de la réponse en écoutant le podcast, puisqu'ils auront l'histoire du début jusqu'à certainement. Est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs les 3 fondamentaux pour toi du succès? Donc, c'est pas les succès, mais en tout cas du succès entrepreneurial. Alors, je pense que c'est beaucoup d'observation. Parce qu'on peut avoir des idées, mais il faut observer pour voir si son idée est la bonne, etc. Il faut observer ce qui pourrait marcher. Donc, en tout cas, beaucoup d'observation. Beaucoup de détermination. Ça, c'est très important. Je l'ai dit, hein, c'est un marathon, c'est une course de fond, donc il faut être assez déterminé. Il ne faut pas se décourager après 2 mois, mais il faut avoir observé pour voir si l'idée était la bonne. Il faut pouvoir parler à des gens. Quand des gens disent « Ah, c'est une bonne idée », etc. Enfin, sentir si les choses prennent. Et alors après, c'est travail. Voilà. On voit souvent les entrepreneurs à succès, les réussites, etc. Ou parfois des levées de fonds ultra importantes qui font que les gens deviennent des entrepreneurs stars, mais en fait, ils ne sont pas encore entrepreneurs, ils ont levé des fonds. Et souvent, les entrepreneurs stars, quelle que soit la grandeur de leur succès, mais derrière, il y a toujours beaucoup de travail. C'est comme en sport, c'est comme avec les artistes. Le concours Anne-Elisabeth, le violon, le piano, etc. Pour devenir un virtuose, il faut travailler. Et donc,
il faut travailler, il faut faire des coupures, mais voilà, le travail, la détermination et l'observation. Et toi qui es un homme de relations, comment est-ce que tu vois l'image des réseaux sociaux aujourd'hui et du personal branding? Comment est-ce que tu gères ta propre image, justement? Alors, j'essaie d'être le plus naturel possible en termes de gestion d'image. Tu es très actif sur les réseaux quand même, je pense. Oui, principalement sur LinkedIn. Vraiment moins, très peu sur Facebook ou d'autres réseaux. TikTok, j'y suis pas du tout. Et Instagram, j'ai pas le temps. C'est peut-être une question de génération aussi, 59 ans, voilà. Mais je pense que faire du personal branding, c'est pas mal, mais il faut avoir un branding. Et le branding, c'est pas forcément toi. C'est ce que tu finis par dégager par tes activités, etc. Et si tu peux inspirer des gens, je veux dire, tant mieux. Mais c'est vrai que beaucoup de gens assimilent, par exemple, The Gate à ma personnalité. Et c'est vrai que The Gate est un peu aujourd'hui ce qu'est ma personnalité. Le coworking gratuit, c'est aussi une décision de ma part qui est un peu en rupture. Mais j'ai toujours été comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de fakes sur les réseaux sociaux. Et donc, encore une fois, c'est pas la vie. Ça peut aider, ça permet de voir plein de choses. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Et pour faire du business, malgré l'intelligence artificielle, malgré tous les réseaux sociaux, il faut 2 personnes parce qu'il faut un acheteur et un vendeur. Et au milieu, il faut un produit ou un service. Et donc, il faut que ça colle entre l'acheteur et le vendeur. Clairement. Donc, c'est l'humain, encore une fois, qui va faire la différence. La qualité. On m'a toujours dit que je pouvais vendre un frigo à un Esquimau. J'ai dit, il y a quand même 2 autres conditions. Il faut que le frigo soit d'excellente qualité et que l'Esquimau en ait besoin. Ouais. Tiens, justement, comment est-ce que tu imagines la suite? Tu viens de le dire, tu as 59 ans. Quelle est la suite? Plutôt un soft landing ou plutôt une 4e ou une 5e activité? Non, je pense que les choses vont continuer. Alors, des activités, c'est des personnes morales. Alors, c'est vrai que c'est des personnes, mais des morales. On dit souvent qu'une société, c'est un bébé, etc. Mais non, c'est pas un enfant. C'est une personne morale, ok. Mais parfois, ça peut passer par la revente. Ça peut passer par la cession aux employés aussi. Mettre les employés sur le chemin et leur permettre de reprendre la boîte. En tout cas, il n'y aura pas un départ à la pension net et brutal, si ma santé me le permet. Parce que moi, je suis dans le game, donc à partir du moment où je suis dans le game, où je m'amuse, je vais continuer. Il y aura un ralentissement, ça c'est clair. D'ailleurs, je le dis à beaucoup. Vous verrez, et les gens disent non, tu t'arrêteras jamais. Je dis m'arrêter, non, mais différemment. oui, certainement. Différemment, certainement. Pour aussi, parce que je profite. Tous les jours, je profite, je mesure la chance que j'ai, malgré les déboires que j'ai eus. Mais voilà, je ne vais pas m'arrêter du jour au lendemain. Si une opportunité il y a, pourquoi pas? C'est toujours, voilà. Je reviens encore sur Henri Figeroux, un de mes associés. Il a quand même aujourd'hui un bon paquet d'années en plus que moi et il continue. Et donc c'est extraordinaire de le voir, même s'il prend des longues pauses parfois. Mais comme je dis, il reste dans le game et ça c'est intéressant aussi, ne fût-ce que intellectuellement. Et je veux dire pour le jeu, quoi. Donc on arrive à la fin de cette interview. Aussi, il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aurais voulu répondre. Pour ne pas que tu rentres chez toi frustré de dire j'aurais voulu dire ça. Ça, c'est une bonne question. C'est peut-être qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait tout ça? Si tu n'étais pas devenu entrepreneur, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Figure-toi que tout petit, la première chose que j'ai dit à mes parents, je voulais devenir mazoutier, je voulais devenir marchand de mazout. Pourquoi? Je sais pas, je voyais le camion du marchand de mazout et il m'impressionnait ce camion quand j'étais tout petit. Et il se fait qu'aujourd'hui, je connais plusieurs négociants en mazout, des petits, des grands négociants en produits pétroliers. Et j'ai vraiment encore beaucoup de respect pour ces gens, même si le métier est en totale transformation. Je pense quand même que s'il y a un truc que j'aurais voulu faire, c'est en tout cas être musicien et savoir jouer du saxophone. Ça, ce serait un truc que je ferai jamais. Mais voilà, si je pouvais être saxophoniste, ce serait génial. Ouais. Voilà.
Jamais trop tard, en tout cas, en Ouais, side project. Je suis un peu vraiment occupé sur beaucoup de choses, Oui, je donc me doute. ça va être très compliqué. Et on est sur Entrepreneurs Inspirants, le podcast des entrepreneurs inspirants. Et est-ce qu'il y a une personne qui te viendrait en tête, un entrepreneur ou une entrepreneur que tu imaginerais à ta place dans le futur? À ma place ici derrière Oui, le micro. derrière le micro, oui. Oh, bah écoute, j'en ai déjà vu défiler dans ton podcast, vraiment, vraiment pas mal. Benoît Depère, Ah oui, Aerospace Lab. Ouais. Benoît Depère, c'est quelqu'un que moi j'ai rencontré. Figure-toi qu'il a inscrit au tout début d'Aerospace Lab. La société est venue à Deguette. Ah oui, ok. Et donc, on avait imaginé, alors tu m'excuseras, ou il m'excusera, je ne retiens plus le mois, mais c'est comme si on était au mois d'août, il est venu signer un contrat au mois d'août en disant je rentre au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, c'était déjà trop petit en fait. Et il avait déjà d'autres opportunités. Donc il m'a dit je vais rester dans l'Axis, mais on va déjà devoir aller ailleurs parce que ça va être ça boom de trop. Ouais. Mais voilà, c'est quelqu'un, franchement, voilà, il y en a plein. Hein. Il y a Oui, plein de bien sûr. petites On ne veut vexer personne. Oh non, mais Voilà. je le dis oui comme ça parce que Ouais. il a un parcours, je pense, qui est aussi largement inspirant. Et puis se mettre en tête d'aller envoyer des satellites. Ouais, clairement. Ouais. Alors qu'on est en Belgique et qu'on a une usine à Louvain-la-Neuve et puis qu'on monte une usine à Charleroi, faut quand même le faire, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc, bah voilà, où est-ce que les auditeurs qui voudraient te suivre peuvent te suivre principalement? Alors sur LinkedIn, Ouais. vraiment sur LinkedIn, Charles Capras. Ouais. Site tout internet simplement. aussi? C'est le plus simple. Bah, site internet, ils sont là. Il y en a plusieurs, oui, il y en a mais plusieurs, voilà, oui. il y a degate.be, il y a maxcap-production.com et il y a aceg.be. Et l'auditeur qui veut coworker gratuitement à The Gate, Ah ben il est le bienvenu à il est Degate, il se bienvenu, présente. il peut te contacter. Il me contacte ou bien il vient directement à Degate. L'accueil est ouvert de 7h à 19h tous les jours ouvrables. Il y a une super équipe. Il rentre, il dit bonjour, je viens coworker. et puis voilà, et puis il va voir le bar. Il va déjà tomber une deuxième fois amoureux rien qu'en voyant le bar. Donc c'est très bien. Un grand merci Charles pour ce partage très inspirant. Et donc chers auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner surtout et à le partager et liker évidemment. Vous pouvez même l'évaluer si vous êtes sur Apple Podcast par exemple. N'hésitez pas à mettre des étoiles. Donc on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des entrepreneurs inspirants. Merci Charles, à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.